Et on a pu remarquer qu'en cette matière-là, il y a un défi énorme à relever dans la mesure où il y a des bureaux qui ne transmettent pas ces volets. Donc ça handicape le bon fonctionnement de ces bureaux centraux d'archivage au niveau national. Une rencontre organisée grâce au concours de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal. Rendez-vous respecté ce mercredi au QG de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et parmi les sujets abordés, cette contestation par l'État congolais du rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Rose Maria, représentante du Conseil de sécurité au sein de la MONUSCO, précise que le but du dit rapport est d'orienter justement le processus électoral. Suivez. C'est un rapport institutionnel qui était commandé par le Conseil de sécurité. Ce n'était pas un instrument de sanction, c'était seulement un diagnostic qu'on utilise pour identifier les mesures pour travailler ensemble avec les gouvernements surtout, mais aussi avec les autres acteurs importants pour le processus, ou relevant pour le processus électoral, pour améliorer la situation, identifier des choses à faire pour doter le processus électoral de la crédibilité nécessaire. Et avant de poursuivre ce journal, d'abord ce communiqué officiel du cabinet du président de la République dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance numéro 15/084 du 28 novembre 2015 portant convocation d'un dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du chef de l'État informe l'opinion que le comité préparateur du dialogue politique national inclusif est en voie de constitution sur pied de l'article 2 de l'ordonnance précitée. Les consultations menées actuellement par l'ambassadeur Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs avec la classe politique et sociale en vue de la désignation du facilitateur. Participe également à ces démarches constitutives du dit communiqué signé le cabinet du président de la République, Néhémie Londia. Allez, nous allons poursuivre cette édition d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Kinshasa hier dans la soirée après avoir participé au 4e sommet mondial des législateurs. Ce forum tenu à Paris en marge de la conférence sur le climat COP21 a permis ainsi à Aubin Minakou de porter haut la voix des parlementaires francophones en général et celle de la RDC en particulier. L'heure est grave, c'est plus le moment de tergiverser. Il faut que tous les États du monde puissent s'engager à protéger cette maison commune qu'est la Terre. C'est le message que nous avons apporté, le message de la francophonie, qui a été défini depuis Brazzaville, depuis Berne, il y a plusieurs mois. Mais en même temps, la République démocratique du Congo a été représentée dans sa délégation gouvernementale, notamment par quelques députés nationaux qui ont une petite expertise en matière d'environnement. Ils ont pris et continuent à prendre part activement aux travaux de la COP21 pour notamment expliquer la position de la République démocratique du Congo, le point de vue des personnes que nous représentons, à savoir le peuple, notamment en ce qui concerne la problématique de la protection de nos eaux, le Bangui et ses affluents, la protection du bassin du fleuve Congo, parce que vous savez, le bassin du fleuve Congo, c'est le deuxième poumon de l'humanité aujourd'hui. Il est bon que l'humanité puisse en prendre conscience et soutenir suffisamment la protection de ce bassin du fleuve Congo. Et qui dit bassin du fleuve Congo, dit en bonne partie les forêts et les rivières de la République démocratique du Congo, en bonne partie je dis, mais sans oublier d'autres États, notamment le Congo-Brazzaville et tous les autres États autour de notre pays. Et puis, fête visite de la ministre du portefeuille Louise Munga, mais aussi aux nouvelles infrastructures construites récemment dans le cadre de la deuxième phase du programme de la fibre optique. Il s'agit notamment de la salle de monitoring à l'hôtel de poste et des stations d'amplificateurs sur la nationale numéro 1 à Mbakana, dans la commune de Lansele. Reportage. Dès son arrivée à l'hôtel de poste, la ministre du portefeuille a été conduite dans la nouvelle salle de monitoring de la fibre optique.
Devant cet écran grandeur nature, une dizaine de personnes seront placées 24 heures sur 24 avec des ordinateurs pour recevoir les données et surveiller le fonctionnement de la fibre sur tout son parcours. En plus d'une salle de machines centrale qui contrôle toutes les stations avec un espace pour 4 phases, dont 2 sont déjà actives. Animé d'une curiosité managériale, Louise Munga Messozi exige alors une descente dans quelques stations amplificateurs rangées sur la nationale numéro 1. À la toute première station de l'Antélé, la ministre reçoit les explications du directeur général de la SCPT sur le fonctionnement et la maintenance de ces infrastructures. Et comme toujours, elle y va jusqu'au moindre détail technique. Bon, si la SNEL se coupe, quel est le service qui reprend directement en charge? Les panneaux solaires, automatiquement. Au niveau du pont Maïndombe, le DG Didier Mousseté de la SCPT présente à la ministre le dispositif de protection de la fibre placé hors de portée de cambrioleurs. À la toute dernière station visitée, la même configuration que la première. Un groupe électrogène, 48 batteries et de panneaux solaires qui relaient automatiquement le courant de la SNEL. Louise Munga Messozi apprécie le travail abattu tout en saluant le génie de son initiateur, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Avec ces infrastructures, la RDC peut espérer jouer pleinement dans le tout prochain jour son rôle moteur en Afrique dans le secteur de postes et télécommunications. Actualité en province. Rencontre à huis clos hier mardi à Goma entre le comité provincial de sécurité avec à sa tête le vice-gouverneur de province et les membres du comité Baraza Lawazé, une structure regroupant donc les communautés ethniques vivant dans le Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire bien évidemment en province devenue, il faudra le dire, assez préoccupante. Et selon le président du Baraza Lawazé, maître Fataki Louindi, une équipe de sa structure descendra incessamment dans plusieurs coins du Nord Kivu pour discuter avec les populations sur la nécessité d'instaurer définitivement la paix. Vous savez qu'il y a des situations assez brûlantes dans la province. Il y a des foyers de tension presque partout. Et le gouverneur, avec son comité de sécurité, ont voulu connaître. Claude Machala, bonjour. Bonjour mon frère. Vous initiez une pétition pour la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous visez avec votre démarche et où comptez-vous avoir les signatures? J'aimerais d'abord apporter une précision. Nous, il ne s'agit pas d'une pétition pour la révision de la Constitution. Nous, il s'agit du changement de la Constitution. Parce que si vous la lisez très bien, cette Constitution-là, vous allez voir que nulle part, cette Constitution a interdit à un groupe de citoyens ayant constaté des iniquités contenues dans cette Constitution-là puisse aussi demander, au lieu qu'elle soit révisée, mais qu'elle soit carrément changée. Nous, on pensait à une révision, alors que vous visez les changements de cette Constitution. Donc, pour vous, on doit changer toutes les dispositions de la Constitution, partant de l'article 1 jusqu'au dernier, et si pas remonter jusqu'au déluge. Je ne pense pas qu'il y aura de déluge. S'agissant de la Constitution elle-même, quand vous me dites que vous pensez changer les choses du premier article jusqu'au dernier, mais pourquoi pas? Parce que d'entrée de jeu, si vous lisez l'article 2 de cette Constitution, l'article 2 dit ceci. La République démocratique du Congo est composée ou constituée de 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa, ce qui fait 26 points. Et on énumère, on cite ces 26 provinces. Dites-moi, au jour d'aujourd'hui, un investisseur qui vient de l'Indonésie, qui descend à l'aéroport de Ndjili, vous pose, vous, Radio Okapi, la question, écoutez, j'aimerais prendre mon vol pour la province de la Mongala. Vous savez où se trouve la province de la Mongala? Existe-t-elle? Il y a un gouverneur? Vous voyez des iniquités pareilles. Et plus loin, à l'article 4 de cette fameuse constitution toujours, nous l'appelons fameuse, je vais vous expliquer pourquoi. Il est dit, dans le cadre des provinces à créer, parce que nous en avons déjà 26, ce que dit l'article 2, on pourra faire soit un regroupement ou disséquer certaines de ces provinces pour les provinces à créer. Déjà les 26 n'existe pas et on va encore en créer d'autres imaginaires. Je crois que c'est quelque chose que nous devons éviter à chaque fois, de vouloir brandir aux yeux du monde comme étant la loi fondamentale, celle qui régit un si grand et beau pays. Pourquoi je l'appelle fameuse constitution? Vous savez très bien que l'actuelle constitution, c'est le fruit d'un compromis entre belligérants. Il fallait qu'il y ait la paix. Notre peuple n'avait pas de choix en 2005. Et à la rédaction de cette fameuse constitution, on a vu même participer des criminels.
Je crois qu'un document déjà souillé au départ ne peut pas continuer à avoir le soutien populaire. Nous voulons une constitution qui soit dynamique, qui s'adapte aux enjeux de l'heure, aux urgences de l'heure, c'est-à-dire à la cohésion nationale. Et puis, pourquoi il faut la changer? À un député national, à un sénateur, on ne détermine pas le nombre de mandats. Ces gens-là peuvent se présenter autant de fois, tant que physiquement ils sont forts. Mais au chef de l'État, à qui on demande tout, dans un pays qui a été mis à terre, 5 ans on trouve que c'est suffisant pour qu'une vision politique rationnelle et raisonnable soit réalisée. 52 fois. Mais pourquoi pas 20 fois? Claude Machala, mais pourquoi votre démarche intervient à la veille des élections? On vous prête même l'intention, surtout que vous êtes un haut cadre du PPRD, parti au pouvoir, vous l'avez dit vous-même, de vouloir séduire les députés pour faire sauter les verrous de l'article 220 de l'actuelle Constitution. D'abord, j'aimerais vous faire remarquer que je suis d'abord un kabiliste, de l'aile dure et pure, avant d'être membre du PPRD. Le PPRD vient après. Je suis d'abord un kabiliste. Vous me dites à la veille des élections. L'élection, c'est pas demain. Si c'est en 2016. Non. La prochaine élection, c'est pas en 2016. Laissez-moi vous le dire. Parce que vous savez vous-même, techniquement, cela n'est pas possible. Il y a des préalables. On a été aux concertations nationales. Par exemple, le recensement de notre population. Il faut qu'il y ait au préalable d'abord ces recensements. Ça, c'est de 1 et de 2. Vous savez, moi, je compare la politique un peu comme à un match de football. Il y a un règlement. Il faut nécessairement consommer les 90 minutes réglementaires. Kabila prend le pouvoir, il prête serment le 20 décembre 2011. Quelques mois après, un groupe de nazis polpotistes se permettent d'annoncer et de commencer des tueries, des viols massifs, des assassinats de maîtres, sous l'autorité morale d'un homme de Dieu, le très vénéré archibishop Jean-Marie Runiga. Et vous pensez que Kabila allait rester dans son bureau, bras croisés, se permettre de rêver, malgré que cette partie de l'Est, là, il y a de troubles, d'être à même de réaliser sa vision. Quand il y a des troubles dans un stade, le règlement impose à l'arbitre d'arrêter la partie, d'arrêter le chrono, mais pas le temps. Le temps peut continuer de courir. Et le match reprend quand les troubles ont cessé dans le stade. Pour nous, pour moi, ça n'engage que Claude Machala, qui est kabiliste. D'abord, le mandat de Joseph Kabila n'a démarré que le jour où le brave Mamadou Ndala, avec ses éléments, ont eu à planter le drapeau national sur la colline de Tchanzu. Et si vous comptez avec moi, je crois que le deuxième mandat de Joseph Kabila Kabange n'a que 6 mois. Mais il y a aussi les ADF et les FDLR. S'il faut mettre tout ensemble, il faut encore prolonger. Mais écoutez, pourquoi pas? Oui, si nous comprenons bien, Claude Machala, c'est l'article 220 de l'actuelle Constitution qui vous fâche beaucoup. Mais où comptez-vous avoir les signatures pour votre pétition? Mais le peuple, c'est tout le monde qui veut voir Kabila continuer son œuvre. Parce que Kabila, c'est juste l'ouvrier du peuple. Et une dernière question, ne pensez-vous pas que changer des constitutions ou les réviser à tout moment fragilise la démocratie? Pas du tout. Combien de fois la constitution française n'a-t-elle pas été révisée? Même américaine. Vous pensez qu'à l'époque de Lincoln ou de George Washington, le mariage pour tous était permis? Mais voilà qu'au jour d'aujourd'hui, dans les rues de Paris par exemple, vous pouvez trouver un monsieur qui s'est fait appeler maman. C'est pour vous dire que même les constitutions des pays de grande liberté sont aussi dynamiques. Pourquoi pas à la nôtre? Pourquoi pas? Et vous savez pourquoi dans ce pays-là on est arrivé à réduire les mandats présidentiels? Mais c'est parce que ces gens-là ont travaillé pendant des siècles. Nous ne voulons pas des chantiers inachevés. Nous aimerions aussi que les amis de Niragongo, Aketi, de Bumba, de Bouta, de Befale, de Ankoro, de Bunkonde, Tchela ne soient pas complexés. Donc nous aimerions que la fameuse modernité puisse toucher toutes les couches de notre population. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Claude Machala, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.